everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, moi je vous propose de faire une pause bienvenue dans le flot des nouvelles actuelles parce qu'il faut dire qu'en ce moment, entre catastrophes naturelles ou pas naturelles, on est d'accord que l'actualité est extrêmement pesante et je vous avoue que j'ai éprouvé le besoin de me poser 2 minutes pour m'aérer l'esprit parce que vous savez aussi que ici on est à 10 jours de la reprise scolaire, etc. Finalement, j'ai pas arrêté de tout l'été. Or, je me suis dit vraiment, c'est le moment idéal pour s'évader en se plongeant dans finalement ce que je préfère, dans l'inexpliqué, le mystérieux et tous ces récits qui non seulement nous permettent de nous évader, et vous avez vu, pour le coup, Duchesse, elle est présente, mais qui surtout nous permettent de recentrer ce fil conducteur comme quoi le monde est plein de mystères inexpliqués, plein de théories vagues et qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Alors, j'aimerais vous inviter à un détour inattendu, un voyage donc dans l'étrange et le mystérieux. Plus qu'un fait divers, c'est une énigme et vous allez le voir, une énigme qui donne le vertige. Une sorte de faille dans le tissu de la réalité telle que nous la connaissons. Nous partons donc aujourd'hui les amis au Mexique, là où en 1976, un vol de routine va se transformer en l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Inexplicable, bouleversant, ce récit interroge toutes nos certitudes. Le cockpit vibre doucement, baigné d'une lueur bleutée. À 3000 mètres d'altitude, Rafael Pacheco Pérez, 20 ans, tient le manche de sa Cessna. Le ciel mexicain, d'un bleu marine profond, s'étend à l'infini. La radio grésille, un murmure familier. Puis, un silence, un vide qui, vous allez le voir, glace le sang. Le 21 juin 1976, Rafael disparaît en plein vol, englouti par l'éther. 1 heure plus tard, il réapparaît à 270 km de là, dans un avion qui n'a presque pas consommé de carburant. Mais vous allez voir, ce n'est pas ça le plus terrifiant. Le plus terrifiant, c'est sa voix. Une voix qui n'est pas la sienne. Une voix froide, mécanique, comme venue de notre monde. « Vous n'êtes pas seul », dit-il en espagnol, en anglais, en allemand, des langues que Raphaël n'est pas censé parler. Alors que se passe-t-il donc? Était-ce un message extraterrestre? Était-ce une expérience humaine secrète? Était-ce une autre de ces innombrables failles dans la réalité? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors attention, parce que nous allons plonger au cœur de ce mystère. À travers des archives oubliées, des témoignages bruts et des théories qui repoussent les limites du réel, nous allons révéler ce que le ciel nous cache. Alors installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, on y va, c'est maintenant, préparez-vous à ce voyage qui pourrait bien changer votre vision de l'humanité. On y go. Nous sommes donc le 21 juin 1976 à Chimalhuacán, au Mexique. Rafael Pacheco Pérez, étudiant à l'école d'aviation de Mexico, grimpe dans une Cessna 150, numéro d'immatriculation XASOK. À 20 ans, il est l'élève modèle, calme, méthodique, avec plus de 150 heures de vol au compteur. Ce jour-là, il s'agit d'un simple exercice, un vol circulaire de 40 minutes pour affiner ses réflexes de navigation. Pas de passagers, pas de cargaison, juste lui, un réservoir de 26 gallons et un ciel d'un bleu éclatant sans un seul nuage à l'horizon. À 10h30, il décolle. La tour de contrôle, dirigée par Juan Morales, reçoit ses premières transmissions. XASOK, tout est normal. Altitude 3000 mètres, visibilité parfaite. Morales note l'heure, 10h32. La météo est idéale, avec des vents à 5 nœuds et une pression atmosphérique stable. Rien ne laisse présager le chaos à venir. À 10h45, la radio s'éteint. XASOK, répondez. Insiste Morales. Silence. Le radar de l'aéroport perd le signal de la Cessna comme si elle s'était littéralement volatilisée. Une alerte est alors déclenchée.
2 hélicoptères de la Fuerza Aérea Mexicana décollent, scrutant les collines et les plaines autour de Chimalhuacán. Les fréquences sont scannées, les cartes épluchées, rien. Rafael et son avion ont disparu dans un ciel sans ombre. C'est la panique générale quand tout à coup on apprend un peu moins d'1 heure plus tard, à 11h45 donc, qu'un signal faible perce l'éther sur la fréquence 123.45 MHz, un canal rarement utilisé. Et il s'agit presque d'un murmure dans le chaos des ondes. Le transpondeur clignote, mais cette fois il clignote à l'aéroport d'Acapulco, soit 270 km au sud de Chimalhuacán. Une Cessna 150 limitée à 160 km/h mettrait, il faut le savoir, 2h50 pour couvrir cette distance, en consommant 18 gallons de carburant. Pourtant, quand l'avion XASOK touche le tarmac et finit par atterrir, les mécaniciens sont stupéfaits. Le réservoir est plein à 95% avec seulement 1,3 gallon consommé. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Pas de fuite, pas de modification, pas d'usure, rien. L'avion est impeccable, comme s'il n'avait jamais quitté le sol. Le rapport technique retrouvé dans les archives de l'aéroport d'Acapulco note aucune anomalie mécanique, réservoir intact, instruments fonctionnels. Les autorités perplexes vérifient le carburant, du kérosène standard sans additifs suspects. Comment un avion a-t-il pu parcourir 270 km/h en moins d'1 heure sans brûler aucun carburant? Les lois de la physique sont ici, encore une fois, complètement bafouées. Rafael, quant à lui, descend de l'avion chancelant. Son visage est pâle, ses yeux sont fixes, comme s'il regardait à travers le monde. « Où suis-je » murmure-t-il selon un officier de police présent. Il est alors emmené pour interrogatoire, mais son état choque. Il semble vidé, déconnecté, incapable de répondre à la moindre question. Une enquête est bien évidemment ouverte. Il faut savoir que le témoignage le plus glaçant vient de Carlos de Crecchi, contrôleur aérien à Acapulco. À 11h45, il explique qu'il a capté la transmission de Rafael. Mais ce qu'il a entendu, c'était tout sauf Rafael. Alors oui, effectivement, c'était sa voix. Mais différente, a-t-il raconté dans une interview de 1977 publiée dans El Sol de Mexico. Froide, précise, comme un automate. La transcription avancée dans une archive non officielle, les amis, est littéralement terrifiante. Je vous traduis et je vous lis textuellement des extraits du rapport. Il parle parce qu'il semble y être forcé, et ce qu'il dit est effrayant. Nous sommes des êtres de cet univers. Vous n'êtes pas seuls. D'autres races vous observent. Et il semblerait qu'à ce moment-là, la voix a basculé soudainement de l'espagnol à l'anglais, puis à l'allemand, des langues que Rafael, fils d'un mécanicien de Mexico sans formation linguistique, ne parlait absolument pas et n'avait jamais étudié selon ses professeurs, sa famille et ses amis. Le message dure 45 secondes, puis s'éteint. La fréquence retombe dans un silence oppressant. Selon le témoignage de Crecchi. Crecchi alerte immédiatement la Fuerza Aérea Mexicana. Un enregistrement prétendument détruit aurait été envoyé à Mexico pour analyse. Rafael, interrogé à l'époque, répète en boucle « Je ne me souviens de rien, juste une fatigue, comme si j'avais été vidé. » Il est soumis à des tests médicaux, tension normale, pas de drogue, pas de blessure. Mais son électroencéphalogramme, par contre, selon un médecin anonyme, montre des ondes anormales, comme après une transe. Vous vous en doutez, la science bégaye face à ce cas. Les neurologues, comme le docteur Luis Gomez de l'Université de Mexico, évoquent une dissociation induite par le stress ou une hypoxie. Manque d'oxygène à haute altitude. Je vous rappelle que le gars, il avait l'habitude de voler, que rien ne changeait de ses habitudes, que c'était un vol de routine, mais pourtant, encore une fois, les chercheurs vendus au système, les scientifiques et autres docteurs qui veulent coller au narratif officiel n'ont pas peur d'élaborer des théories qui tiennent bien moins la route que n'importe quelle théorie un petit peu capillotractée. Parce que, ok, allez, disons que ces scientifiques
et ces médecins du système ont raison et que le gars a fait effectivement une hypoxie. Comment explique-t-il alors le trajet impossible qui a été exécuté en moins d'1 heure alors qu'il aurait fallu presque 3 heures et aussi le problème du réservoir plein alors qu'il est censé avoir volé jusqu'à Acapulco. Alors, ton hypoxie, mon ami docteur, autant te dire qu'elle ne tient pas 2 minutes la route. Parce qu'en plus, une étude de 1976 sur des anomalies électromagnétiques dans la région de Chimalhuacán, publiée par l'Observatoire de Mexico, note des perturbations ionosphériques complètement inhabituelles ce jour-là, avec des pics à 123 MHz, proches de la fréquence justement utilisée par Raphaël. Ces anomalies pourraient avoir brouillé les instruments ou, éventuellement, l'esprit du pilote. À l'époque, vous vous en doutez, cela semble bien trop dingue, bien trop scénario de science-fiction pour être exploré. Donc du coup, ça s'est arrêté là, soi-disant, officiellement. Mais ce qui est énorme, c'est qu'aujourd'hui, pourtant, en 2025, qu'est-ce qu'on apprend? Que des recherches sur des interfaces cerveau-machine, comme par exemple Neuralink, pour ne citer que, montrent que des fréquences spécifiques peuvent clairement induire des états altérés, voire des hallucinations auditives. Une étude de l'Institut de technologie de Californie qui date de 2024 suggère que des ondes électromagnétiques puissantes pourraient, je répète, selon les termes de cette étude très sérieuse, hacker les neurones. Alors à l'époque, vu que ces fréquences avaient été mises en exergue, on peut bel et bien, à la lumière de ces nouvelles informations, se demander aujourd'hui si ce n'était pas le cas. Encore une fois, ce qui était rigolo hier prend une dimension tout à fait crédible aujourd'hui. Alors forcément, aujourd'hui, on peut sans honte se demander que s'est-il passé en 1976. Était-ce donc un phénomène naturel ou une manipulation ciblée? La science n'a évidemment pas de réponse, mais les faits continuent de défier toute logique. Surtout que le cas Raphaël, n'en déplaise aux esprits les plus obtus, n'est pas un cas isolé. D'autres incidents aériens partagent eux aussi des anomalies troublantes. Et je vais en citer que quelques-uns parce que la vérité c'est qu'il y en a pléthore. Par exemple, on a le cas de Frédéric Valentich en 1978. Le 21 octobre 1978, ce pilote australien de 20 ans disparaît au-dessus du détroit de Bass dans une Cessna, encore une Cessna, mais cette fois 182L. À 19h06, il signale un objet avec 4 lumières vertes suivant son avion. Sa dernière transmission sera « Ce n'est pas un avion ». Puis des bruits métalliques suivent, puis le silence. Aucun débris n'a jamais été retrouvé malgré une recherche massive. C'est seulement en 1983 que des fragments avec des numéros partiels correspondant à son avion émergent. Mais l'affaire reste classée et irrésolue. On a encore le cas de Coyame, Mexique, cette fois-ci en 1974. Le 25 août 1974, un avion léger s'écrase près de Coyame après une collision présumée avec un objet volant non identifié selon des témoins locaux. L'armée mexicaine boucle la zone et des rumeurs parlent d'une récupération par les États-Unis. Un rapport déclassifié de 2018 mentionne des objets non identifiés sur le radar et ça fait partie des fameux dossiers déclassifiés auxquels on a eu encore droit là récemment et dont je vous ai fait une vidéo. Autant vous dire que ça commence à faire beaucoup. Et ce n'est pas tout. Il y a encore TWA Flight 800 en 1996. Bien que classé comme un accident, des témoins rapportent une lumière étrange avant l'explosion. Des enregistrements radars montrent une anomalie non expliquée à 123 MHz, complètement celle-là similaire à celle de Raphaël. On a encore l'incident de Tijuana en 2025. Eh oui, en février 2025, un pilote privé mexicain signale une voix étrangère sur sa radio près de Tijuana, décrivant des observateurs dans le ciel. L'incident, couvert par Air Universal, est étouffé rapidement par les autorités. Donc comme vous le voyez, il y en a bon nombre. Et ces cas partagent tous des signatures similaires. Disparition radar, message étrange, silence officiel. Ils suggèrent donc un phénomène global caché par ceux qui contrôlent l'information, comme d'habitude. Et je le répète au risque d'être redondante, dites-vous que ça c'est que quelques-uns parmi
une multitude. De quoi, vous vous en doutez, alimenter de nombreuses théories. Alors que s'est-il donc passé ce 21 juin 1976 ? Les 6 théories ancrées dans les faits et qui ont été explosées à l'extrême sont les 6 théories suivantes. Première, l'enlèvement extraterrestre. Raphaël aurait été enlevé par une intelligence non humaine, transporté à Acapulco via une technologie défiant la physique, ce qui expliquerait donc le réservoir plein, et ce serait eux qui se seraient exprimés par sa bouche. Je sais, ça semble fou, pourtant ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire. Les récits d'adoption, en vrai, je le répète, il y en a pléthore, comme par exemple celui de Betty et Barney Hill en 1961, qui est d'ailleurs un des cas les plus célèbres, qui ont décrit des enlèvements à répétition par des entités extraterrestres, souvent des petits gris aux yeux immenses. Ce couple américain perdu dans la nuit aurait été emmené dans un vaisseau, examiné médicalement et confronté à une carte stellaire avant de perdre 2 heures de mémoire. Il faut savoir que ce cas a été étudié et qu'il est très bien documenté, qu'il y a de nombreuses expériences qui ont été menées sur ce jeune couple, dont l'hypnose. Et justement, sous hypnose, leur témoignage concorde, révélant un message télépathique. Vous n'êtes pas seul. Ce cas reste malgré toutes les investigations qu'il y a eu autour, encore à ce jour, inexpliquées. Et encore une fois, vous voyez que le message de 1969, vous n'êtes pas seul, est quasi identique à celui que le jeune pilote mexicain a lâché dans différentes langues. Comme Raphaël, ils ont été utilisés comme canaux, laissant les traces d'un contact qui défie clairement la réalité. Et je vous l'ai dit, d'autres cas similaires pullulent. Cachés par qui ? Par quoi ? La question est lancée. Il faut savoir quand même qu'en 2025, des observations d'OVNI près de Guadalajara suggèrent une activité continue. Était-ce des contacts pour avertir l'humanité de quelque chose ? La question aujourd'hui est très légitime, compte tenu que tous les jours, on a Avi Loeb et d'autres scientifiques qui font des interventions à la télé pour dire qu'il y a une sonde extraterrestre qui fait la taille de Manhattan et qui est en train de nous foncer dessus. Tout ça dans l'indifférence générale, et que, petite parenthèse, c'est quand même un truc de fou. Je me faisais la réflexion hier soir en discutant avec mon fils. Je me disais, tu te rends compte qu'en ce moment, dans les journaux, en tout cas aux États-Unis et de partout, de ce que j'entends pour des amis à moi qui vivent au Mexique et pour d'autres amis à moi qui vivent un petit peu de par le monde, me disent que la probabilité extraterrestre est avancée dans des journaux officiels, que tout le monde parle d'une hypothétique invasion, d'un hypothétique contact, et que tout ça se fait dans l'indifférence générale. C'est-à-dire que la matrice, elle est tellement bien conçue, ils ont tellement bien donné, ils ont tellement bien conditionné les gens, qu'aujourd'hui, même quelque chose de ce type se passe dans l'indifférence générale, c'est quand même assez déroutant. Bref, je poursuis mon sujet. Donc, parmi les théories tentant d'expliquer ce qui est arrivé à Raphaël, on a donc aussi la théorie de l'expérience militaire secrète. Les années 1970 sont l'apogée de MKU, projet de la CIA, et des projets mexicains comme Proyecto Aguila. Alors, je suis désolée pour mon accent, je ne sais pas si ça se dit comme ça, je l'écris à l'écran. Dans les années 1970, le Mexique, en pleine tension de la guerre froide, aurait donc lancé le Proyecto Aguila, un programme secret de tests radio visant à explorer les fréquences électromagnétiques pour des applications militaires. Selon des rumeurs relayées par des archives non officielles, comme El Universal en 1977, ce projet, basé près de Chihuahua, utilisait des émetteurs à haute fréquence pour manipuler les communications aériennes, voire influencer l'esprit humain. Raphaël aurait pu être ciblé par une expérience de cet acabit de manipulation mentale via micro-ondes, testée donc dans ces zones reculées et capable d'induire des transes ou des voix extérieures. D'ailleurs, pour ceux qui penseraient qu'il s'agissait de théories complotistes des années 70, sachez qu'encore une fois, ce qu'on pouvait classer à l'époque comme des théories conspirationnistes, aujourd'hui, en 2025, après des fuites via Wikileaks, on sait qu'il y avait bel et bien une collaboration entre le Mexique et les États-Unis, possiblement liée au MKU, testant des technologies de contrôle mental dans des zones reculées. Le trajet impossible de Raphaël et sa voix polyglotte pourraient donc être des traces d'une expérience ratée, camouflée par le silence des autorités. Encore une fois, une question que j'estime on ne peut plus pertinente. Du coup, on peut même pousser le curseur un petit peu plus loin.
loin. Qui pilotait vraiment ce projet? Des généraux américains, des généraux mexicains, des agents étrangers ou une force beaucoup plus obscure utilisant les cieux comme laboratoire? Ces questions, aujourd'hui encore, hantent les archives poussiéreuses de Chimalhuacán. Une autre théorie qui a été aussi avancée dans le cas qui nous intéresse, ce serait la possibilité d'une faille dimensionnelle. Effectivement, si à l'époque ça en avait fait rire encore une fois plus d'un, la physique quantique explore aujourd'hui les failles dans l'espace-temps. Les anomalies ionosphériques explorent les failles dans l'espace-temps sans que aujourd'hui ça ne choque plus personne. Les anomalies ionosphériques de Chimalhuacán en 1976 pourrait indiquer une brèche déplaçant Raphaël instantanément. À l'époque, ça a choqué. Aujourd'hui, en 2025, c'est pas possible compte tenu que l'on sait qu'il y a des travaux au CERN sur la dilatation spatiale qui évoquent des phénomènes similaires. Alors, que lui est-il arrivé? Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, et il a été le pion dans une réalité parallèle. Il s'est trouvé entre deux dimensions. Il a été dématérialisé pour être rematérialisé plus loin. Je trouve encore une fois que c'est une théorie intéressante. On a aussi la théorie du projet Montauk. Ce projet conspirationniste, prétendument, mené à Montauk dans les années 1970, aurait testé la téléportation et la manipulation temporelle. Des témoignages, comme celui de Al Bielek, évoquent des collaborations avec le Mexique. Le trajet impossible de Raphaël pourrait donc, encore une fois, être une expérience ratée, son esprit utilisé comme relais dans le cadre d'une expérience qui aurait foiré. Mais ça se tient. Il y a encore la théorie de la manipulation temporelle. Le Popol Vuh Maya, traduit en 1701, décrit des cycles temporels contrôlés par des entités cosmiques. La voie polygote et le trajet instantané de Raphaël suggèrent une boucle temporelle orchestrée par une intelligence surveillant l'humanité. Encore une fois, ça peut sembler dingue et pourtant des expériences menées en 2025 sur la dilatation temporelle, je vous le disais, qui a été et au CERN mais aussi par le MIT Physics Review, posent des questions absolument similaires. Et enfin, l'une des dernières possibilités, des dernières théories qui ont été explorées dans le cadre de notre affaire, ce serait la théorie de la conscience collective. Raphaël aurait en fait capté une conscience universelle, un signal cosmique reliant tous les esprits. Les textes gnostiques, vous le savez, comme le livre d'Enoch du IIe siècle avant Jésus-Christ, parlent de voix célestes transmises par des élus. En 2025, on a même des recherches sur les réseaux neuronaux collectifs de la Stanford Neuroscience qui suggèrent que, effectivement, l'esprit humain peut capter des signaux externes. Était-ce le cas pour notre ami Raphaël? Était-il un canal involontaire, encore une fois, au mauvais endroit, au mauvais moment? Tout est possible. Une chose est certaine, ces incidents, Raphaël, Valentich, Cuyamé, Tijuana, et je vous dis, il y en a la dose, forment un motif. Depuis 1945, les rapports d'objets volants non identifiés et de disparitions aériennes s'accumulent. En 2025, des fuites sur des programmes spatiaux comme SpaceX Leaks, Change Mission Logs et j'en passe révèlent des tests de technologie avancée, peut-être non humaines. Les gouvernements effacent les dossiers, discréditent les témoins et taisent les vérités. Ceci est indiscutable. Pourquoi, me demanderez-vous? Pour nous garder ignorants peut-être, pour protéger un secret bien trop grand sûrement. Raphaël Pacheco Pérez n'a jamais cherché la gloire. En tout cas, on ne peut pas l'accuser d'avoir voulu faire le buzz comme je l'ai lu dans certaines conversations Reddit. C'était en 1976 et tout ce délire de viralité n'existait pas. Brisé, après cette histoire, il faut savoir qu'il s'est retiré, peut-être pour fuir ce qu'il a vécu. Mais une chose est certaine, sa voix, ce jour-là, était un cri dans l'éther, un avertissement que nous sommes observés, manipulés ou peut-être piégés dans un jeu cosmique. Quoi qu'il en soit et quoi qu'on en dise, une chose est certaine, le 21 juin 1976, Raphaël Pacheco Pérez est devenu un messager malgré lui. Une voix venue d'un ailleurs infini a traversé son esprit, défiant la logique, la physique et la réalité. Alors était-ce une entité extraterrestre, une technologie humaine cachée, une fenêtre sur une autre dimension? Tout est possible, les amis. Ce qu'on sait, c'est que l'humanité n'est pas seule. Des pilotes disparaissent, des messages surgissent, des vérités sont étouffées. Raphaël n'était peut-être qu'un pion, mais combien d'autres ont entendu ces murmures dans le ciel? Et combien d'autres nous ont été cachés? Et ça, plus on avance sur ma chaîne, et plus il me semble que c'est une question purement
rhétorique. Reste à savoir qui nous observe vraiment. Voilà les amis, j'espère et j'attends surtout de vous que vous partagiez vos théories les plus audacieuses en commentaire parce que j'ai trouvé cette histoire dingue. Elle n'a pas été beaucoup traitée, ça a été difficile de trouver des informations, mais j'y suis arrivée. Connaissez-vous vous aussi des histoires similaires parce que franchement ça me passionne et j'ai trouvé que cette vidéo, vu que justement elle était un petit peu trop passée sous silence, devait atteindre ceux qui cherchent la vérité parce que c'est quand même un élément assez considérable. Vous savez que pour m'aider à ce que ma vidéo soit suggérée par le plus grand nombre, le meilleur moyen, c'est de liker, de booster, de partager, de commenter. Les petits nouveaux, abonnez-vous. L'important, c'est de faire circuler ces vérités et d'être indéboulonnable par l'algorithme YouTube. Et pour ce faire, il semblerait que plus on soit nombreux, plus ça nous donne de la force. Donc vous voyez, ça vous prend une seconde et ça peut avoir de vrais effets sur la poussée algorithmique de ma chaîne. J'espère que ce sujet vous aura plu. En tout cas, dites-moi-le parce que comme je vous le disais, je pense que dans les semaines qui viennent, hormis bien évidemment nos dossiers du Mystère D où je pourrais pas faire l'impasse sur l'actualité, on va un peu s'aérer la tête avec des sujets comme ça qui en disent long, mais qui restent quand même légers dans l'atmosphère actuelle. Dites-moi aussi ce que vous en pensez parce que vous savez que ma chaîne, c'est aussi la vôtre. Donc en attendant qu'on se retrouve pour nos dossiers du Mystère D, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.